All right. Our next speaker. Bien, notre prochain présentateur, qui se fait appeler Gehaxelt, qu'on peut traduire par aveuglé, maudit, réduit en miettes. Sébastien Neff de l'Université technologique de Berlin dans le département des sécurités dans les télécommunications. C'est une des personnes probablement dans le top 10 des pentesters et de la communauté de la recherche en vulnérabilité. Il aime les CTF. Il a gagné juste cette année le prix de la recherche appliquée. Cette présentation s'appelle What the Fuzz, trouver des vulnérabilités dans les applications web avec du fuzzing guidé par couverture. On va donc parler de fuzzing pour des applications web en PHP. Sébastien a mis en place un framework qui va nous parler de ce framework, des difficultés qu'il a rencontrées en faisant des applications web en PHP. Applaudissements s'il vous plaît pour Sébastien. Merci beaucoup pour cet accueil très chaleureux. Je ne m'attendais pas à avoir autant de gens dans cette pièce parce qu'il y a deux présentations vraiment cool dans les autres salles en même temps. Donc merci beaucoup d'être venus. Et un grand merci à mes co-auteurs sur cette publication, Laurence et le professeur Seifer, parce que sans leur travail, ça aurait été complètement impossible de publier ceci. Donc, j'aime bien présenter sous forme d'histoire, donc je vais être un conteur pour vous pendant les 60 minutes à venir. Mais pour vous simplifier la présentation, je vais skipper toute la partie à gauche de cet écran et parler uniquement de la partie à droite. Ça fait 10 ans que je viens au CCC. Mon premier congrès, c'était le 31C3. Et je ne m'attendais pas à un jour être sur scène comme ça, à donner une présentation. Et pourtant, me voilà. Donc pour tous ceux, toutes celles qui viennent ici pour la première fois, tous les gens qui sont déjà revenus, si vous faites des choses intéressantes, et je suis sûr que vous en faites, tentez votre chance avec le Call for Papers et soyez à ma place à un futur événement. Alors, on va parler de Fuzz. Fuzz, c'est un framework de fuzzing. Et je vais parler des différentes phases de développement de Fuzz. Voilà, une petite intro, je vais parler des motivations, pourquoi est-ce qu'on a construit cet outil. Ensuite, je vais parler un petit peu plus généralement de ce qu'est le fuzzing. Je vais parler de ce que Fuzz fait spécifiquement. Je vais parler de ce qu'on a trouvé, y compris les 0 days qu'on a trouvé avec. Et ensuite, un peu de parler de qu'est-ce qui reste à faire et comment est-ce que vous pouvez contribuer à cet outil, à ce framework. Et à la fin, on aura un peu de temps pour des questions. Alors, commençons par l'introduction et les raisons de faire ça. Alors, comme ça a été dit dans ma présentation, j'ai fait beaucoup de bug bounties pendant mes études. C'était un bon moyen pour moi de gagner de l'argent en tant qu'étudiant. Et je pense toujours que c'est un boulot sur le côté qui marche bien. Donc, pourquoi ne pas chercher des vulnérabilités sur Internet, des XSS, des injections SQL, des exécutions arbitraires de code. Et puis, je peux les signaler directement aux opérateurs des sites web, parfois à travers des programmes de bug bounty. Ça améliore la sécurité de l'Internet. Ça me permet d'avoir des CVI à mon nom. Ça me permet aussi parfois de toucher des bug bounties intéressants. Tout le monde y gagne. Mais en tant que chercheur, je travaille sur mon PhD. J'ai pas forcément beaucoup de temps. Il faut que je fasse de la recherche, il faut que je fasse de l'enseignement. Ça prend beaucoup de mon temps. Donc, j'ai pas beaucoup de temps pour tester manuellement, pour lire du code source d'application. C'est fun, c'est quelque chose que je faisais beaucoup avant. Mais pourquoi ne pas automatiser cela? Et je peux automatiser la recherche de vulnérabilité, les signaler. Et donc, il existe quelque chose qu'on appelle le fuzzing ou le fuzz testing, qui permet d'automatiser une partie de cette recherche. Ma troisième motivation, c'était d'utiliser ce travail dans le cadre de mes recherches, dans le monde académique,
pour pouvoir faire des publications sur ce sujet. J'ai cherché un peu l'état de l'art. J'ai vu qu'il n'y avait pas énormément de publications sur le fuzzing d'applications web. C'est quelque chose qui est plutôt établi dans le monde de la sécurité des applications en binaire. Mais pourquoi ne pas faire avancer l'état de l'art dans le monde du fuzzing du web? Donc avec ça, passons au background. Qui ici ne connaît pas le fuzzing? Qui n'en a pas entendu parler? Levez la main, s'il vous plaît. Ah, il y a quand même pas mal de monde. Bon, je pense, on dirait que la plupart d'entre vous savent déjà ce que c'est. C'est très bien. Mais peut-être que vous ne savez pas comment ça peut être appliqué à des applications web. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le terme de fuzzing, ça a été inventé a priori il y a presque 40 ans par un professeur de l'Université de Wisconsin qui l'a décrit comme une technique simple pour entrer des données aléatoires dans des applications. Dans sa forme la plus simple, ça ressemble à ça. On a un programme de fuzzing ici à gauche, on a une application qu'on veut fuzzer à droite. Le fuzzer génère des données aléatoires et les envoie à l'application. L'application processe ces données et on a deux résultats possibles. Soit l'application gère l'entrée correctement et rien de spécial ne se passe, donc c'est OK. L'autre cas possible, c'est que l'application échoue à gérer ces données correctement. Elle peut crasher, elle peut avoir un comportement inattendu. Et là, le fuzzer va remarquer que dans ce cas, l'application se comporte de façon inattendue. Ça, c'est potentiellement un signe d'une vulnérabilité ou en tout cas du fait que ces données aléatoires ont causé l'application à avoir ce comportement inattendu. Pourquoi est-ce que ça, on appelle ça du black box fuzzing? C'est parce que le fuzzer ici n'a pas beaucoup de connaissances ou de données sur comment l'application se comporte, comment est-ce qu'elle utilise les données qu'on lui envoie. Donc on traite l'application comme une boîte noire. Plus tard, on a développé des méthodes pour améliorer les processus de fuzzing en ayant un mécanisme de feedback de l'application dans le fuzzer. Donc on peut voir ici, je ne peux pas vous montrer avec mon pointeur laser, mais on peut voir ici que sur la droite, l'application est instrumentée et le fuzzer, du coup, sait quel code a été exécuté pour une entrée donnée, pour des données qu'il a générées. Ces informations de couverture sont donc envoyées au fuzzer et le fuzzer peut utiliser cette information pour optimiser les données aléatoires qui sont envoyées dans la prochaine itération ou pour avoir plus d'informations sur un bug potentiel. Et généralement, le fuzzer optimise dans le but d'avoir le plus de couverture possible dans l'application afin de découvrir le plus de vulnérabilités possible. Donc, si on cherche fuzz testing ou fuzzing dans Google Scholar pour chercher des publications académiques ou même dans Google tout court, vous trouverez beaucoup de résultats. On a plus de 68 700 résultats dans Google Scholar. Donc, c'est beaucoup de projets, beaucoup de recherches sur le domaine du fuzzing. C'est très bien. On peut trouver par exemple quelques projets. AFL, American Fuzzy Loop, développé par Ikamtouf, et ensuite étendu par une communauté de fuzzers sous forme de AFL++, qui a des fonctionnalités en plus et des améliorations. En 2016, il y a le projet OSS Fuzz qui a été lancé par Google. C'était après la découverte du bug Heartbleed dans OpenSSL. Le but était de fuzzer divers projets open source. Et ce projet a trouvé plus de 10 000 vulnérabilités et plus de 36 000 bugs dans plus de 1000 projets, d'après leur site. Et bien sûr, il y a énormément d'autres projets que je ne peux pas lister ici. Dans les trucs dont on peut parler cette année, il y a par exemple SunSifter qui a pour but de fuzzer le processeur x86 lui-même en envoyant par exemple des instructions illégales ou des données qu'on ne s'attendrait pas à envoyer à un processeur x86 pour voir comment il se comporte. Donc il y a beaucoup d'approches sur le fuzzing, mais comme vous pouvez le voir, il y a une attention particulièrement poussée sur les applications binaires, les vulnérabilités de corruption de mémoire
Et c'est là que se passe l'essentiel de la recherche en fuzzing, souvent pour des applications en C, C++ ou d'autres langages bas niveau. Et on cherche généralement à trouver de la corruption de mémoire, des stack overflow, des buffer overflow divers, etc. Donc, c'est là que moi j'ai commencé à me demander, mais qu'est-ce qu'on peut dire des applications web et des vulnérabilités web? Moi, je fais ma recherche dans d'autres domaines de sécurité que le binaire. J'aimerais utiliser du fuzz testing pour le web, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de recherche ou peu de recherche dans ce domaine? Alors, une raison pour ça, c'est que contrairement aux applications binaires, où vous avez le fuzzer et l'application que vous les faisiez qui sont directement côte à côte, dans le cadre d'une appli web, vous avez un serveur web au milieu entre ces deux programmes, entre le fuzzer et l'application elle-même. Un fuzzer traditionnel devrait donc être capable de créer des requêtes HTTP valides qui iraient au serveur web, et ensuite les données fuzzées seraient envoyées à l'application cible. Donc il existe des outils qui font ça, qui génèrent des données HTTP avec du fuzzing dedans. Mais si on regarde la définition OWASP, ça dit que le fuzzing, c'est une technique de test pour le software qui consiste à trouver des bugs d'implémentation en utilisant des données mal formées de façon automatique. Ça, le mot-clé ici, c'est black box, boîte noire. Ça marche pas très bien pour une application web. Pourquoi? Parce qu'une application web tourne potentiellement sur un système différent de là où tourne le fuzzer. Et en fonction de comment le test est fait, comment l'application se comporte, on peut tout simplement récupérer des erreurs HTTP génériques quand l'application crash. Mais il y aura peu d'informations pour le fuzzer sur quelle vulnérabilité a été trouvée ou déclenchée ou quel genre de bug on a pu trouver en fonction des payloads côté envoyés. Donc le fuzzer a plus de difficultés à générer des données intéressantes pour déclencher ces bugs. Donc, à cause de tout ça, le fuzzing traditionnel en mode black box est assez limité quand on parle du web. Ma question est, est-ce qu'on pourrait utiliser des techniques de fuzzing guidées par la couverture pour des applications web? Mais il y a plusieurs challenges en fait. Quels sont les différents challenges? On va commencer, on va les faire les uns après les autres. La première chose, c'est de trouver ce qu'il faut fuzzer. Parce que dans une application binaire, vous avez un système d'entrée bien spécifique. Soit vous envoyez quelque chose sur le standard in, ou vous envoyez ça dans un fichier qui est ensuite lu par l'application. Mais en général, il y a juste une façon d'envoyer les données dedans. Mais avec les applications en web, on va avoir plusieurs points d'entrée, plusieurs entrées. Si vous avez une application web, vous allez avoir un registre d'entrée, une URL register, vous allez avoir quelque chose, un login qui va avoir d'autres paramètres. Vous allez avoir des ressources statiques que vous n'allez pas pouvoir fuzzer. Puisqu'il ne devrait pas y avoir de processing qui se passe. Donc, comment est-ce qu'on sait ce qu'il faut fuzzer? Une fois qu'on sait ce qu'il faut fuzzer, la prochaine question, c'est comment est-ce qu'on mute les entrées? Comment est-ce qu'on génère les entrées aléatoires? Et ensuite, toujours, les applications web sont très spécifiques puisqu'elles veulent avoir ces paramètres spécifiques pour fonctionner correctement. Si vous mettez un email et dans l'entrée, si vous ne mettez pas une adresse email au moment de l'enregistrement de l'utilisateur, vous n'allez pas pouvoir tester le système d'enregistrement. Donc, quelles sont les valeurs? Ensuite, comment est-ce qu'on gère les vulnérabilités? Par exemple, pour le XSS, il vous faut une chaîne de caractères bien spécifique pour générer ce problème. Ou alors pour les injections cross-site. Il faut avoir un truc très spécifique pour les vulnérabilités, juste avec une boîte noire, avec 2-3 bits dans les entrées. Il va falloir beaucoup d'essais pour avoir quelque chose d'intéressant. Donc, comment est-ce qu'on peut réussir à surmonter ce challenge ou ces difficultés?
La prochaine difficulté, c'est l'instrumentation et la couverture. Ça dépend de l'application et du feedback, donc de la couverture qui doit être renvoyée au fuzzer pour que ça fonctionne correctement. Donc, on a ces deux parties, puisque ça peut fonctionner sur différents systèmes avec des process différents. Comment est-ce qu'on peut récupérer ça? Comment est-ce qu'on peut récupérer les données? Et finalement, la difficulté, c'est la détection de vulnérabilité. Une fois qu'on a réussi à instrumenter l'application et qu'on a des réponses à l'application après le fuzzer et qu'on a du feedback, comment est-ce qu'on peut détecter les vulnérabilités? Il y a plusieurs méthodes différentes. On peut voir, par exemple, voir un XSS avec la réponse HTTPS, mais comment est-ce qu'on se débrouille pour voir une injection SQL? Donc, il faut qu'on ait plus d'informations potentielles plus d'informations pour avoir des vulnérabilités potentielles. Nous ne sommes pas les premiers à l'avoir fait. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà essayé de travailler là-dessus, des travaux qui n'ont pas forcément à nous voir ou qui sont quelques petits bouts de recherche. Donc, j'ai commencé cette recherche à la fin de 2022 et il y avait que WebFuzz et CFuzz qui étaient pour les applications PHP. Et maintenant, il y a Witcher qui a été publié en 2024 et Apropos qui a été publié il y a quelques mois. Ce que vous pouvez voir dans cette table, les approches qui sont sur un type de vulnérabilité, que par exemple WebFuzz c'est juste le cross-site, le CFU c'est l'injection de commande et Atropos c'est plusieurs choses qui est nouveau et qui est sympa, mais qui est sur les vulnérabilités du côté client et pas sur les vulnérabilités du côté serveur et pas sur le côté client. Et il faut avoir des changements dans le code source des applications qui vont être faisés. Donc, il faut modifier l'interpréteur PHP pour avoir des commandes supplémentaires. Donc, moi, j'avais quelques idées pour les améliorations. Par exemple, est-ce qu'on peut faire une implémentation sans changer le code? Est-ce qu'on peut juste créer un système, un framework, où quelqu'un peut placer son application web dans un container Docker et on le lance et ça lance le fuzzing, sans avoir à tout recompiler le PHP ou sans avoir à modifier l'application qui pourrait le changer, qui pourrait le casser dans d'autres façons. Donc, aussi avoir un framework qui pourra avoir plusieurs types de vulnérabilités. Donc, un seul framework qui pourrait être étendu pour d'autres classes de vulnérabilités. Et il y a autre chose, c'est une collection. Est-ce que je pourrais trouver autre chose pour la collection, pour l'énumération des points d'accès? Maintenant, nous allons voir Fuzz. Fuzz, c'est le framework que nous avons développé. Nous allons voir donc un petit schéma, comment est-ce que ça fonctionne, des slides. C'est modulaire, c'est dockerisé et c'est en source ouverte. Vous allez avoir le lien vers ce projet sur le dernier slide. Donc, juste pour que vous regardiez jusqu'à la fin et pas le code. Donc, chaque boîte que vous pouvez voir, et c'est plus ou moins un container Docker séparé, donc tout est dockerisé dans le browser. Le browser, le crawler, la génération, les conteneurs, tout est dockerisé, le fuzzer est dockerisé, l'instrumentation est aussi dockerisée. Donc, comme je le disais, en plus du crawler, nous avons un système avec le browser. Donc, c'est pour ça qu'il y a une boîte avec le browser dedans. Et nous avons au milieu les composants core, du cœur du fuzzer. Il y a fuzzer 1 à n. Donc, nos fuzzers supportent du fuzzing en parallèle dès le départ. Donc, ça améliore beaucoup la vitesse puisqu'on peut faire ça en parallèle. Et
au niveau de la vitesse. Et le fuzzer supporte 7 classes de vulnérabilité comme l'exécution de commandes ou l'injection SQL ou le XSS. Et à droite, nous pouvons voir aussi l'instrumentation que nous avons réussi à faire de façon transparente. Nous avons ce conteneur avec du PHP. L'interpréteur est instrumenté de façon très spécifique et l'utilisateur peut simplement poser son application web dedans, dans ce conteneur PHP, et c'est implémenté de façon complètement transparente. Il ne sait même pas si ça a été instrumenté, et c'est juste comme ça. Et nous n'avons pas besoin de faire des changements. Et nous avons encore une boîte rouge en bas à droite, qui est nécessaire pour la détection de vulnérabilité. Nous faisons de la gestion d'exceptions et d'erreurs pour savoir où et quel type de vulnérabilité nous avons trouvé. Donc nous allons aller dans les différents challenges et je vais vous expliquer les différentes phases. Donc, comme je l'ai mentionné, dans cette approche à base de crawler, pour que ça marche, ça a des temps d'exécution qui sont longs. Dans l'approche qu'on a dans d'autres projets. Le problème avec ça, c'est que le crawler peut se retrouver bloqué, peut-être qu'il va être coincé parce qu'il n'a pas la capacité d'utiliser des sites très interactifs. Le crawler peut donc se retrouver à ne pas trouver des endpoints qui sont intéressants, peut-être parce qu'ils sont listés par exemple en JavaScript ou générés dynamiquement. Donc, essayons de faire quelque chose de plus complet pour faire du fuzzing plus dirigé. Alors, une solution, c'est de faire quelque chose de manuel. Ça a besoin d'être manuel qu'au tout début. L'utilisateur peut ouvrir l'application qui tourne dans un conteneur instrumenté avec le serveur PHP. En tant qu'utilisateur, vous pouvez explorer l'application depuis votre navigateur. En cochant la bonne case, toutes les requêtes envoyées vont être préservées par ce navigateur et vont être envoyées à notre système. On peut exporter ces requêtes sous forme d'un fichier HAR. C'est juste un gros fichier JSON avec toutes les informations sur les requêtes et les réponses qui ont été envoyées et reçues. Par exemple, ici, on peut voir qu'il y a un endpoint qui s'appelle SQLi avec une idée de paramètres, avec un bouton Submit, un token utilisateur. Ce fichier HAR va être ingéré par notre framework Fuzz pour pouvoir extraire les divers endpoints qu'on va vouloir fuzzer et générer des fichiers de configuration que le fuzzer va pouvoir utiliser pour parler à ces endpoints. Le fichier de configuration dit on va avoir cet endpoint par exemple, on va avoir l'information qu'il faut mettre un cookie qui s'appelle security avec la valeur low parce que c'est comme ça que ça fonctionne ici. On va avoir un cookie de login session qui s'appelle ici PHP SSID. Ça, c'est quelque chose que le fuzzer ne va pas changer. Il ne va pas changer le nom du cookie ici, parce que sinon, ça ne nous apporterait pas grand-chose. Et la partie intéressante ici, c'est surtout ce qu'on a en dessous, à ligne 11, avec la liste des paramètres de requête. On peut voir ici qu'on a un paramètre ID qui va être seedé avec la valeur fuzz et le bouton submit avec la valeur submit. À la ligne 16, vous pouvez voir qu'on a dit que le paramètre submit est fixé. Ça, c'est un paramètre que le fuzzer ne va pas changer. La configuration ici permet d'avoir pas mal de configurabilité pour dire qu'est-ce qu'on va fuzzer, qu'est-ce qu'on ne va pas fuzzer. Comment donc, avec ça, est-ce qu'on fuzz l'application web? Le deuxième challenge qui était, je le rappelle, de muter les données, de générer des données aléatoires variées. Donc ici, on a une application qui va être à droite et un fuzzer qui est à gauche. On peut se rappeler qu'on a une requête HTTP. Bien sûr, le fuzzer doit parler HTTP en parlant serveur web. C'est comme ça que le web fonctionne. Donc le serveur web va extraire les données à passer à l'application web. Il faut donc qu'on puisse extraire
les données des requêtes HTTP pour pouvoir générer des requêtes valides. On ne peut pas changer des octets arbitraires dans la requête HTTP parce que le serveur web va tout simplement rejeter cette requête comme étant invalide. Ce n'est pas une requête qui est correcte du point de vue standard HTTP. Donc, le serveur web n'enverra aucune donnée à l'application PHP. La requête sera rejetée et ça aura été une itération de fuzzing inutile puisque les données n'auront même pas atteint l'application qu'on cherchait à fuzzer. Donc, comme le fuzzer est écrit en Python, on utilise la bibliothèque qui s'appelle request qui nous permet de passer les différentes valeurs qu'on a, telles que l'URL de l'endpoint, les paramètres, les cookies, les headers. Et ça génère la requête valide pour nous. On sait que la requête va donc atteindre l'application PHP puisque le serveur web n'aura rien à y redire. Ensuite, comme mentionné dans le premier challenge avec l'endpoint, il faut qu'on garde certains paramètres et mapper aux endpoints corrects. On peut avoir un set de paramètres pour un endpoint donné, par exemple pour register et login. On ne va pas fournir les mêmes paramètres dans l'un et dans l'autre. Si on fournit le mauvais set de paramètres au mauvais endpoint, l'application va refuser de traiter ces données et on n'ira pas très loin, donc on ne va pas faire grand-chose. Donc ce qu'on a dit, c'est qu'on va garder les noms des paramètres constants et on va muter uniquement les valeurs dedans afin de faire vraiment la logique de l'application qui est derrière ces endpoints. Donc ici, vous avez quelques lignes du code qui fait la sélection et la mutation des paramètres. Ici, on peut voir qu'on change la valeur du paramètre ID. Comment est-ce qu'on change ces valeurs maintenant? On le fait octet par octet. On aurait pu même le faire bit par bit en changeant juste un bit aléatoirement. C'est des approches qui sont utilisées dans le monde des faiseurs d'applications binaires. Mais dans une application web, on travaille souvent avec des données imprimables, du texte imprimable, à part par exemple dans le cas d'un upload de fichiers. Donc on s'est dit qu'on allait garder ça dans ce domaine-là. Donc on peut ajouter, remplacer ou modifier des caractères un par un. Et on peut aussi insérer des triggers pour certaines vulnérabilités, par exemple pour des XSS ou de la traversée de path. On sait qu'il y a des données qui sont structurées de certaines façons qui permettent de déclencher ces vulnérabilités. Donc on peut voir ici que le résultat, ça donne, on a une modularité, on a diverses sous-classes qui permettent de faire divers changements sur l'entrée. Et si vous voulez améliorer cette mutation, vous pouvez ajouter votre propre classe de mutation ici ou changer le mutateur par défaut. Donc ici, le résultat, c'est qu'on va changer le paramètre fuzz et ajouter une simple apostrophe, une single quote, et ça pourrait être suffisant pour détecter, par exemple, une injection SQL ici. Donc, parlons maintenant de l'instrumentation et de la collecte de la couverture de code. Fuzz utilise ici 3 extensions open source de l'interprète PHP. On utilise UOps pour l'interception et pour pouvoir hooker l'exécution de fonctions natives ou non natives. Et on utilise 2 plugins qui permettent d'avoir des données de couverture de code de l'application PHP qui est exécutée. Donc ça nous permet nous d'avoir une approche qui ne dépend pas d'une version spécifique de PHP. Il y a d'autres approches qui fonctionnent qu'avec PHP 7 ou PHP 8. Nous, on a confiance dans le fait que ces plugins vont être maintenus par la communauté dans le futur et que donc notre approche d'instrumentation va continuer à fonctionner dans les versions futures de PHP. Alors, parlons du hooking de fonctions, c'est quelque chose qui est important dans notre approche. UOps a une fonction, UOps_setReturn. Vous pouvez lui passer le nom d'une fonction spécifique que vous voulez hooker et vous pouvez donc réécrire le comportement de cette fonction. C'est quelque chose qu'on utilise pour hooker et des fonctions natives et des fonctions non natives qui sont créées par l'application elle-même. Et donc nous, on se contente généralement de wrapper l'appel à cette application dans un bloc try-catch. Pourquoi on fait ça? Déjà parce que ça nous permet de modifier la valeur de retour, par exemple des fonctions d'authentification ou d'autorisation. Avec ça, on peut tout simplement dire que isLoggedIn ou isAdmin ou checkCSRF nonce
toutes ces fonctions de sécurité peuvent retourner true ou la valeur qu'elles doivent retourner dans un cas positif. Donc ça permet de trouver plus de vulnérabilité pour notre fuzzer. Le fuzzer n'est pas bloqué derrière un écran de login qu'il n'arrive pas à passer, par exemple. Ça nous permet aussi d'attraper, de catcher les exceptions qui sont normalement répressées dans plus de 60 fonctions qui sont risquées. Par exemple, on peut voir, vous avez sûrement déjà vu la fonction MySQLite Query. Si elle est appelée, il y a souvent un signe at devant, ce qui permet de supprimer l'écho de l'erreur s'il y a une erreur. Nous, grâce à notre approche, on peut voir cette exception qui dit « You've got an error in your SQL syntax », la fonction qui dit qu'il y a une erreur dans la syntaxe SQL générée par l'application. Nous, on peut voir cette erreur alors que le client web ne la verrait pas. Donc, nous, on peut voir une vulnérabilité potentielle. Enfin, ça nous permet d'obtenir des informations de couverture sur des exceptions qui ne sont pas gérées par l'application. On peut dire au runtime qu'on veut savoir quand une exception n'est pas gérée et obtenir cette information. Donc, c'est pas mal pour nous. Comment ensuite est-ce que le fuzzer peut optimiser son comportement en fonction des données de couverture? On peut instrumenter l'application aussi avec auto-prependFile et auto-appendFile qui sont des fonctions de PHP. Et ça nous permet, nous, d'initialiser la couverture de code en début de fichier. On peut utiliser pcov ou xdebug. On peut utiliser les deux. Pcov dit être plus rapide. On a simplement intégré les deux pour nous. Donc, on peut au début activer la mesure de couverture de code et à la fin stocker les résultats et stocker donc les résultats pour chaque exécution de cette application. Comment est-ce qu'on trouve maintenant les vulnérabilités avec ça, le troisième challenge, quatrième challenge? On a du coup plusieurs classes qui implémentent différents types de profils de vulnérabilité, du XSS, des injections SQL, etc. Pour d'autres types de vulnérabilités, on peut utiliser les exceptions et les erreurs qui ont été hookées par UOps. Parlons de ce qu'on a trouvé, nous. Je pense que ça intéresse beaucoup de gens ici. Donc, qui est intéressé, levez vos mains. Ah, oui, OK. Donc, j'espère ne pas vous décevoir. Donc, quand vous développez un framework, vous voulez avoir un test de base. Donc, notre première question, c'était comment est-ce que ça fonctionne en comparaison à d'autres scanners de vulnérabilité? Est-ce que ça fonctionne? Et est-ce qu'il y a des avantages? Et donc, dans notre première expérience, on a essayé de vérifier des vulnérabilités connues. Donc, on a pris des applications web que vous connaissez déjà, comme par exemple BWAP, et plus d'autres qui ont été utilisés. Et on a utilisé des vulnérabilités déjà connues dans des versions spécifiques. On a essayé ZAP, Wapiti et WFuzz, et on a vu donc Fuzz a réussi à avoir plus de vulnérabilités que les autres, et ça donne beaucoup gros avantages du côté des vulnérabilités au côté serveur. 98% des tests, alors que les autres en trouvent 58% ou un petit peu moins. Donc la gestion de couverture nous donne un avantage vis-à-vis de la concurrence, ce qui est sympa. Donc, merci pour les applaudissements. Je m'y attendais pas parce que honnêtement, c'est un peu ennuyeux. Mais bon, voilà. Donc, est-ce qu'on peut utiliser Fuzz pour trouver des nouvelles vulnérabilités? Donc, on va dire comment est-ce qu'on peut trouver beaucoup de potentiel qui a été écrit en PHP, qui est
disponibles, on trouve les plugins WordPress. Et pour le faire, on a décidé d'utiliser des petits plugins avec 100 installations, mais quelque chose qui ont plus de 300 000 installations actives. Donc, on a trouvé les 183 plugins les plus populaires, donc avec 180 millions d'installations actives quand on les a écrits. Donc, puisqu'on ne peut pas faire tout ça par la main, on a décidé d'avoir une approche programmatique et d'extraire les points d'accès et l'API par le code. Et à la fin, on a 1090 API et 1058 paramètres pour 115 plugins qu'on a faisés. Mais pour pouvoir vraiment faiser les plugins authentifiés et non authentifiés, on a eu besoin de désactiver certaines sécurités. Donc, on a dégagé certains systèmes de sécurité et ensuite, on a pu utiliser Fuzz et Bob Suite Pro pour nos choses. Donc, est-ce qu'on peut trouver des vulnérabilités avec Fuzz? Oui, on peut. Donc, ce sont les résultats que nous avons eus et vous pouvez voir que les parseurs trouvaient beaucoup plus que d'autres, que Bob Suite Pro, même si Bob Suite Pro a trouvé plus de XSS que notre approche, ce qui est partiellement dû aux limitations de l'algorithme de fuzzing qu'on utilise. Nous avons informé tous les auteurs et ils ont réagi à nos emails et c'est vachement bien, ce que je trouve super. C'est mon opinion, j'apprécie beaucoup. Ils ont bien réagi en vitesse et ils ont corrigé le tir. Donc, sinon, il y a aussi autre chose, qui est, on a des fois trouvé des choses, mais des fois, les problèmes qu'on a trouvés, c'était juste des bugs. On n'a pas fait un rapport de bugs, mais on a trouvé des bugs. C'est intéressant parce que on a trouvé, par exemple, on a trouvé des queries qui étaient mal faites ou des accès fichiers à des fichiers qui n'existent pas. Donc, on pourrait aussi utiliser Fuzz pour trouver des bugs, ce qui est sympa, même si c'est pas la façon qu'on voulait l'utiliser. Sinon, on a trouvé aussi des problèmes qui sont difficiles à exploiter, puisque on cherche des différents codes pass, donc les chemins dans le code, et qu'on pourrait trouver des choses qui pourraient être vulnérables, mais ces problèmes ne sont pas utilisables parce que nous avons dégagé certaines vérifications de sécurité pour avoir... et il se trouve que la plupart des issues qu'on a trouvées, qui étaient valides, mais étaient uniquement utilisables par un administrateur authentifié. Donc, ça change un modèle de menace. Parce que si un administrateur a accès, de toute façon, elles peuvent changer. Donc, ça n'est pas si exploitable, puisque c'est par design. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ces données? Donc, comment est-ce qu'on peut trouver? On a essayé de creuser un peu plus profond. Est-ce qu'on a des systèmes qu'on peut utiliser ou d'autres problèmes pour avoir vraiment des vulnérabilités qu'on a pu trouver? Donc, la première chose qu'on a fait, c'est le isadmin. C'est la fonction isadmin. Ma première interprétation, c'était que est-ce que l'utilisateur est un administrateur ou pas? Mais la documentation sur WordPress.org dit que isadmin, est-ce que c'est pour une page administrative et ça ne vérifie pas que l'utilisateur est un administrateur? Et je me suis dit, attends, quoi? C'était confus. Et si moi je suis confus, peut-être que d'autres ont la même confusion que moi. Donc, même en regardant, isadmin ne vérifie. En fait, ça vérifie juste que la page est dans WP admin. Et un commentaire, et ça envoie des requêtes Ajax que nous étions en train de faire avec notre approche. Donc, peut-être qu'il y a toujours une possibilité
de faire des vraies vulnérabilités. Mais il faut toujours on a toujours besoin d'être administrateur. Donc, on a regardé Adobe Scan, c'est là, qui gère les solutions et ils disent sur leur formulaire, il faut être un administrateur. Si vous êtes administrateur, vous pouvez rapporter des vulnérabilités que si elles sont en multisite. Donc, on a créé une installation multisite et on a remarqué qu'il y avait deux types d'administrateurs dans cette installation. Il y a les administrateurs du réseau qui contrôlent toute l'installation WordPress et qui a donc le privilège d'exécution de code. Et il y a les administrateurs de sites. Eux, ils contrôlent les sous-sites et ils ont des permissions plus limitées. Et là, le threat model, le modèle de menace, change. Si vous êtes un administrateur de site et qu'avec un plugin, vous avez une vulnérabilité d'exécution de code, on a une vulnérabilité qui est réellement, qui est réelle ici. Donc, on a repris notre liste de vulnérabilités et de problèmes qu'on avait découverts et on a trouvé deux vulnérabilités qui sont valides d'après les règles de WordPress. Donc, on a pu les signaler avec un numéro de CVE. Une d'entre elles, c'était dans le plugin Pop-up Builder, où on avait une vulnérabilité de type SSRF et une lecture de fichiers arbitraires. Et là, si vous vous rappelez bien, j'ai dit qu'on s'intéressait qu'au plugin avec plus de 300 000 installations, et vous voyez ici qu'il n'y en a que 200 000. Donc, d'où vient cette différence? Je pense que la popularité de ce plugin a diminué après notre CVE. J'espère que ce n'est pas ça, mais en tout cas, les chiffres sont là. Donc, c'est quoi la vulnérabilité? J'ai raccourci les détails ici. Si vous voulez lire tout le write-up, on a un blog post sur 0day.work avec tous les détails. Mais l'essentiel, vous pouvez envoyer une requête post avec l'action SJPB import subscribers. Là, il y a une vulnérabilité de pass traversal ou de SSRF dans l'endpoint admin Ajax. Et si vous envoyez cette payload ici, vous pourrez lire, par exemple, des éléments, en tout cas, du fichier, ici, etc.pswd. Donc, ça, c'était un problème qu'on avait mis de côté et qui, en fait, s'est avéré être valide. On peut parler d'un autre problème aussi, une vulnérabilité d'inclusion de fichiers local. Donc ça, c'est un plugin qui a actuellement 500 000 installations. Avant ça, il y en avait environ 600 000. Donc ça en fait 100 000 qui ont disparu après notre publication. J'espère que les gens ne nous en veulent pas pour ça. Quel était le problème ici? Donc ici, à nouveau, on peut envoyer une requête post avec le paramètre widget qui est vulnérable à une vulnérabilité de type inclusion de fichier local. Ici, il y avait une petite complication parce qu'on ne peut inclure que des widgets ou des fichiers avec un suffixe .php uniquement si il y a un dossier sans .php à la fin dans le même dossier. Donc, on peut ici voir qu'on a créé un fichier qui a été créé avec echo foo-hacked dedans. Il y a peut-être quelque chose d'exploitable ici, parce que si vous avez par exemple un répertoire partagé par le réseau dans une installation multisite, vous pouvez créer des fichiers assez facilement, ce qui rend cette vulnérabilité réellement exploitable. Donc ça, c'était les vulnérabilités qu'on a trouvées, ou en tout cas des exemples. Je vais maintenant parler un peu de comment est-ce que vous pouvez utiliser Fuzz pour trouver vos propres vulnérabilités et comment est-ce que vous pouvez aider aussi à étendre le framework Fuzz. Il y a des choses qu'on n'a pas encore résolues pour l'instant et j'espère qu'il y a des gens intelligents ici qui pourront nous aider avec ça. Parce que par exemple, UOps, ce qui nous permet de faire du hooking de fonctions, ça ne peut hooker que des fonctions PHP mais pas des expressions PHP. Les expressions PHP sont des constructions de langage différentes, par exemple eval ou include. Et donc, on ne peut pas avec UOps détecter automatiquement l'inclusion de fichiers locaux. On a aussi peu de support pour des actions à plusieurs étapes ou des actions stateful. Si par exemple il faut d'abord envoyer une première requête et ensuite envoyer une deuxième requête après, pour l'instant Fuzz ne sait pas gérer ça. Ce qu'on peut faire à l'heure actuelle, c'est fuzzer en parallèle divers endpoints. Donc ça peut parfois détecter s'il y a une interaction entre des endpoints, mais
pas forcément avoir cette séquence garantie. Enfin, la vitesse de fuzzing, c'est un problème. Avec Fuzz, on peut monter, avec certains fuzzers, on peut monter à des dizaines ou des centaines de requêtes par seconde. Avec Fuzz, ça dépend beaucoup de l'application. Avec DBWA, on peut monter à des dizaines de requêtes par seconde. Avec WordPress, par exemple, on est en dessous des dizaines par seconde, ce qui n'est pas extrêmement rapide. Et surtout par rapport à du fuzzing de binaire où on peut monter à des dizaines de milliers, des centaines de milliers de requêtes par seconde. Le travail à venir, ajouter du support pour plus de classes de vulnérabilité, les SSRF, l'injection de header, etc. Autre chose qui serait intéressant, ce serait d'explorer des algorithmes plus avancés, par exemple ceux qui existent dans American FuzzyLop, qui ont des algorithmes de mutation des données plus intéressants, plus avancés. Il y aurait une intégration avec AFL++ dans Fuzz. Et enfin, faisez plus. Il faut qu'on trouve plus de vulnérabilités, qu'on les signale. Donc n'hésitez pas à forker et contribuer à ce projet, surtout si vous voulez voir des améliorations dessus. C'est loin d'être parfait à l'heure actuelle, mais ça devrait être utilisable. Et au point où on en est à l'heure actuelle, pour de la découverte, en tout cas basique de vulnérabilité, ça marche. En conclusion, ce que j'ai présenté, c'est notre framework Fuzz, qui est modulaire et qui supporte le fuzzing d'applications PHP, d'applications web en PHP, sur 7 classes de vulnérabilité. C'est open source. Ça marche mieux dans nos expériences que les autres scanners de vulnérabilité. Donc, je pense que notre approche fonctionne pour trouver des vulnérabilités. Ça montre que le fuzzing guidé par couverture est utilisable et prometteur pour la découverte de vulnérabilités web. Mais ça montre aussi qu'il y a beaucoup de recherches encore à faire dans ce domaine. Je pense qu'on a dans cette pièce beaucoup de personnes nerdy qui adorent coder, qui aiment bien trouver des vulnérabilités et qui pourraient être intéressées par ça. Donc, ce serait chouette si vous contribuiez. Et surtout, n'oubliez pas, amusez-vous bien, continuez à hacker sur ce projet ou sur un autre. Et si vous trouvez des vulnérabilités, s'il vous plaît, soyez responsables, postez-les pas sur le wiki, signalez vos bugs proprement, faites les bonnes choses, soyez white hat. Et je vous remercie par avance. Et avec ça, on arrive à la fin de ma présentation. Et ils vécurent et faisèrent heureux pour toujours. Et je crois que nous avons un peu de temps pour des questions et des réponses. Pendant que vous venez aux divers micros pour poser vos questions, vous pouvez aussi trouver toute la publication derrière ce QR code. Vous pouvez aussi chercher What the Fuzz is About. Sur Internet, vous trouverez nos publications en accès ouvert, en accès libre. Vous pouvez bien sûr trouver le code sur GitHub. Les slides sont aussi disponibles publiquement. Si vous avez des questions et si vous voulez collaborer avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer aussi un email. Merci. Thank you, Sebastian, for the awesome talk. If you have questions, please line up at the microphones in the room. There are 6 of them. Seems we do not have a question from the internet. Checking here. Also, if you're leaving the room, please do that quietly. Yeah, down here. Une question. Merci pour la présentation, mais disons que si je voulais faire ça avec Node.js, la partie coverage et le hooking devrait être remplacé, mais sinon c'est pas spécifique à PHP. Si, ou est-ce que j'ai mal compris? Actuellement, c'est juste pour PHP. On a juste testé avec PHP. Mais l'instrumentation est très spécifique à PHP. Mais si vous réussissez à remplacer l'instrumentation pour générer de la couverture, qui est ensuite passée au fuzzer, dans un format similaire à ce que Xdebug génère, les exceptions que vous capturez, vous pouvez complètement utiliser le framework Fuzz. OK, merci. Thank you. Over here, your question. Merci beaucoup pour cette présentation.
est-ce que vous avez considéré simplement éviter le serveur web et directement exécuter le PHP sans le HTTP? Et pourquoi est-ce que vous avez fait le choix d'aller dans sur toutes les couches et pas directement vers PHP? Ah, voilà. Je ne sais pas où était le micro, donc je n'ai pas vu la question. Ah, voilà. Donc oui, vous avez raison. C'est quelque chose que je voulais faire dans une prochaine étape, mais c'est exactement ce que fait Atropos. Et ils appellent ça le Fast CGI. Ils appellent directement le Fast CGI PHP. Donc c'est une chose qu'ils peuvent faire. La raison pour laquelle nous avons été avec le serveur web, parce que nous avons vu que peut-être certaines applications viennent avec certaines configurations, avec le fichier HTX, et qui devraient être vérifiés par le serveur web, et qui font aussi des trucs sympas. Et on a pensé que c'était peut-être une bonne idée d'avoir ça aussi. Mais bien sûr, vous avez raison, c'est quelque chose qui pourrait aussi accélérer le fuzzing. Thank you. On the right side. Thanks for the talk. Merci pour la présentation. Les mutateurs sont random, sont aléatoires. Est-ce qu'il y a une façon de les rendre déterministes? Ou est-ce qu'il faut vraiment aller sur de l'aléatoire? Actuellement, c'est aléatoire. Et je laisserai la réponse aux experts du fuzzing, je pense. Je pense que ça peut être aussi déterministe, mais c'est quelque chose que vous pourriez faire. Vous pourriez simplement implémenter votre mutateur, les charger dans fuzz et puis voir si ça fait quelle différence quelconque. Merci. Thank you. Yeah, on right. Go ahead. One question, great talk. Petite question, très bonne présentation, merci. Vous avez trouvé que des vulnérabilités à une seule étape et pas plusieurs étapes? Oui, c'est un peu difficile. Comme je disais, nous n'avons pas d'appel séquentiel, parce que c'est quelque chose que Fuzz ne supporte pas, mais nous supportons des vulnérabilités qui n'ont pas besoin d'une connexion entre deux requêtes. Par exemple, s'il y en a une avec... s'il y a une vulnérabilité avec un endpoint avec d'autres, on peut trouver ces problèmes-là en faisant les deux points d'accès en parallèle, puisqu'on va mettre l'entrée d'un côté et l'autre, la deuxième instance va lancer la deuxième vulnérabilité et voir qu'il y a un problème. C'est pour ça. C'est pour ça que vous n'avez pas fait JuiceStop qui est fait en Node.js. Ah, JuiceStop. Bon, d'accord. All right, I'll keep it short. Donc la découverte des endpoints, ça peut être fait avec des interactions manuelles avec un browser, avec un navigateur? Vous avez pensé à quelque chose comme Cypress pour ça, qui pourrait déjà exister comme projet? Bonne idée. Oui, on n'a pas encore regardé. Mais ouais, c'est une bonne idée. On va le faire. Il faudrait qu'on fasse. All right. Microsoft on right hand side, your question. Thank you for your talk. Merci pour la présentation. J'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez fuzzer aussi des PHP sources quand vous n'avez pas accès au code source? On peut fuzzer, mais c'est une approche en boîte noire. On envoie des choses dans la boîte noire et on espère trouver quelque chose, mais il faut avoir le code source pour la couverture. And again, the Microsoft on the back. Yeah, thank you for Merci pour cette présentation. Et le framework est intéressant. Et c'est une approche intéressante pour le pentesting d'applications web. Je me posais la question. J'étais en train de poser la question si la comparaison avec les autres scanners n'est pas un petit peu... parce que eux, ils peuvent juste... c'est vraiment valide puisque les autres ne peuvent que faire de l'approche en boîte noire alors que vous avez l'accès au code. Oui, c'est vrai. Oui.
On a utilisé ces outils parce que ce sont les meilleurs outils, actuellement disponibles. Mais j'ai aussi un autre slide. On peut aussi regarder au travail qui est couvert. Et donc, mais quand on compare, mais dû à l'instrumentation et à la façon dont c'est fait par les autres approches, qui n'étaient pas, on n'a pas réussi à fonctionner. Donc le code n'a pas été regardé le code de CFuzz, mais on n'a pas réussi à faire fonctionner Witcher pour notre comparaison. Et Atropos n'était pas encore publié, donc on n'avait pas le code non plus. Mais on a regardé ces publications et on a comparé le nombre de vulnérabilités qu'ils ont comparé. Et comme vous pouvez voir, Fuzz a trouvé plus de vulnérabilités que les autres applications web. Thank you. Voilà, merci. Microphone on the left. Not sure if I got it right. Pas en avoir bien tout bien compris. Quand vous découvrez quelque chose et que vous mutez, vous changez juste les paramètres. Vous n'envoyez pas des queries complètement aléatoires dans l'application. Je crois que la question, c'était est-ce qu'on mute simplement les caractères ou est-ce qu'on utilise des payloads spécifiques? Non, à propos de la discovery. Pour découvrir les paramètres, si vous simplement mutez les paramètres qui ont été découverts et ensuite vous mutez les valeurs. Est-ce que c'est correct ou est-ce que vous aussi mutez la requête elle-même? Non, on prend les paramètres de façon, on a les clés et les valeurs séparées. On ne change pas l'URL complète, on change simplement les paramètres. Donc on garde les noms de paramètres, on ne les change pas. Ça pourrait être intéressant de voir si on peut les muter aussi, mais je pense que dans 95% des cas, ça ferait des requêtes invalides qui ne sont pas forcément intéressantes. Oui, mais il y a beaucoup d'avantages à changer les noms de clés de façon arbitraire. Donc, il est possible que vous ratiez des choses, des vulnérabilités qui viennent justement de problèmes de gestion des clés, des noms de paramètres. L'application, je ne sais pas si c'est compréhensible. Oui, c'est une bonne idée. On y a pensé, mais on a décidé de ne pas le faire. Mais je pense que tu devrais être capable d'implémenter ça avec notre framework. Donc, si tu changes les mutateurs, ça devrait marcher. Simplement, faire des noms de clés aléatoires. Merci pour la présentation. Vous avez écrit vous avez écrit des mutateurs pour différentes classes d'attaque et je me posais la question s'il est possible d'utiliser ça pour des défenses dynamiques en temps réel. Je ne sais pas comment répondre à votre question. Comment est-ce que vous détectez les classes de vulnérabilité que vous avez envoyées? Comme je disais, on utilise les fonctions et lorsque l'entrée faisée touche cette fonction, et qu'il y a quelque chose de cassé dedans, on va avoir une exception, on récupère l'exception, on l'envoie au faiseur de façon à ce que lui sache ce qu'il a fait et qu'il prenne ça comme un indicateur pour une injection SQL. On the left, next to the camera. Oh, sorry, you were just waiting. All right. Dan in the back. Yeah, I was wondering, does this approach also work for obfuscated PHP code? Est-ce que ça fonctionne aussi pour du code offusqué? Bonne question. Je pense que ça dépend de l'obfuscation.
Je ne sais pas si on peut offusquer les fonctions PHP natives. À un moment donné, ça devrait être récupéré. S'il y a une fonction fichier qui ouvre un fichier, à un moment donné, le code va trouver cette fonction. Donc, si on instrumente cette fonction-là, on doit pouvoir trouver le bug. Mais on ne serait pas capable d'instrumenter des méthodes qui ne sont pas natives. Thanks a lot. Merci beaucoup. For answering all the questions and for the great talk. Merci beaucoup Sébastien Neve pour cette